Cosa Vostra. L'essence même de l'existence de notre équipe et peut-être même de l'existence de LinkedIn, c'est que certes, il y a les systèmes d'IA, certes, il y a les systèmes algorithmiques qui sont au final des systèmes d'IA, mais cette valeur ajoutée humaine, cette expertise humaine est indispensable, qu'on soit recruteur, qu'on soit éditeur, qu'on soit membre, etc. Donc ça, c'est une conviction forte de l'entreprise aujourd'hui. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Sandrine Chauvin, d'être accueillie par Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction internationale chez LinkedIn Actualité. Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour venir parler au micro de Mediarama et donc découvrir un peu ce média. Une fois n'est pas coutume, on n'est pas dans un média classique, c'est vraiment un média qui a été créé autour de la plateforme LinkedIn, qu'on utilise tous au quotidien. On va revenir sur les chiffres qui sont assez fous tout à l'heure de LinkedIn, mais donc on va parler de LinkedIn News, LinkedIn Actualité en français. Je disais les chiffres, 1 milliard de membres dans le monde, dont 30 millions en France. Je crois que c'est un chiffre que vous avez atteint récemment, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est quand même un beau chiffre quand on met en perspective avec la population. Donc, c'est vraiment devenu l'acteur central du monde professionnel. Donc, on va plonger aujourd'hui dans les coulisses de ce média et explorer ensemble comment il accompagne les mutations du monde du travail. Beau programme. Parfait, ça me convient. Top. Donc, Sandrine, peut-être un peu quelques mots sur ton parcours. Toi, tu es journaliste de formation, donc tu es passé par plusieurs médias. J'en cite quelques-uns parce que t'en as quand même un beau parcours. Et évidemment, j'invite les gens à aller sur LinkedIn, se connecter avec toi pour voir ton parcours dans les détail. Mais tu es passé notamment par France Télévisions, Le Progrès, Courrier Cadre. Donc déjà un premier pas dans les médias pro. Et donc tu pilotes aujourd'hui, donc c'est une rédaction, je disais, internationale, des équipes réparties dans 16 pays. Voilà, donc c'est avec plein de cultures professionnelles différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en tout cas peut-être en quelques minutes, comment t'en es arrivé là? J'ai pas cité effectivement quand même un de tes gros passages chez HBR, Harvard Business Review de Prisma, qui est aussi un média quand même assez international, assez pro. Est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût, qui t'a mis le petit tremplin vers ce nouveau poste? Le pied à l'étrier, comme on dit. Ouais, le pied à l'étrier, exactement. Je reviens un peu en arrière. Alors, ça fait 9 ans que j'ai rejoint LinkedIn. J'ai rejoint fin 2015 où justement on lançait le Récap Actu, qui est un produit qu'on envoie tous les jours à la base de membres, que tu as sûrement vu dans les notifications et qui est encore envoyé aujourd'hui. Et à l'époque, effectivement, je venais de la Harvard Business Review, qui était à l'époque sous la houlette de Prisma Media. Et j'avais lancé le site internet en partant d'une page blanche. Et j'avais développé une communauté d'experts, contributeurs sur la plateforme. Et c'est ce que recherchait LinkedIn à l'époque. Et à l'époque, LinkedIn avait un format qui s'appelait LinkedIn Today, où en gros, on agrégeait un peu comme Google Actualité les contenus des médias. Donc, on avait un partenariat pour Capital, pour qui je travaillais aussi avant, et la Harvard Business Review. Et ça m'a permis de savoir que ce poste s'ouvrait, auquel j'ai candidaté et sur lequel j'ai été prise il y a 9 ans. Voilà. Après, je pense que structurellement, ce qui a été fondateur pour moi, c'est aussi l'expérience à Capital, puisque Capital investit assez tôt, finalement, dans Internet, au tout début de l'Internet, en 2002, entre 2002 et 2005, où il y a un site qui a été créé. Et le principe du site qui s'est développé assez rapidement, c'était de créer des rubriques. Donc moi, j'ai créé plusieurs rubriques. Et dans ces rubriques-là, notamment, on était en charge vraiment d'une business unit. C'est-à-dire qu'on était en charge de la partie contenu, mais on était aussi en charge de l'implémentation des produits et des services associés à la thématique de la rubrique. Donc par exemple, si on avait une rubrique carrière, on avait des services à l'époque d'édition de CV,
ce qui nous permettait de générer du revenu. Il y avait déjà ça à l'époque sur Capital. Exactement. Parce que c'est des thématiques qui sont hyper d'actualité encore. Donc vraiment, comment tu peux diversifier et mieux monétiser tes audiences. Donc ça, oui, tu avais eu l'occasion un peu de le tester C'est ça. En fait, ça permet surtout de consolider toute l'expérience stratégique au-delà de l'expérience dans la partie plus tech, développement Internet, SEO, etc. quoi. Ouais. Et donc, tu arrives chez LinkedIn il y a 9 ans. Il n'y avait absolument pas de sujet encore de LinkedIn News, ni d'international, ni quoi que ce soit. Ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Tu peux nous raconter peut-être les quelques étapes clés qui t'ont... Alors, j'ai été la 3e salariée à l'international de LinkedIn sur la partie contenu, notamment en lien avec l'actualité, très tôt. Avec le Brésil et l'Inde. Ouais. Donc, je suis arrivée très tôt. Il y a eu plusieurs moments fondateurs. Le premier, ça a été le lancement des actualités avec ce produit dont je te parlais qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Récap Actualité. Aujourd'hui, on en a ajouté un autre le soir, l'idée étant de donner un rendez-vous quotidien pour faire une synthèse des grandes actualités sur le marché du travail et le monde économique dans chaque pays. Oui, ça reste quand même cette verticale du monde du travail. Du monde du travail éditoriale. Et économique, etc. Ça reste le monde professionnel. Donc ça, c'est la ligne éditoriale. Ensuite, on a aussi lancé les listes, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de data journalisme parce qu'on a des données exclusives qui nous donnent une cartographie du marché du travail. Donc aujourd'hui, on a quasiment une liste par mois qui part de top startups, c'est-à-dire les startups les plus attractives. En janvier, on va sortir en anglais dans le texte Jobs on the Rise, c'est-à-dire les compétences qui sont les plus demandées sur le marché du travail. Ensuite, on va sortir Top Companies, qui sont les grandes entreprises, les employeurs dans les grandes entreprises qui sont les plus attractives sur le marché du travail, etc., etc. Donc, on a comme ça des listes qui nous permettent de faire une cartographie régulière du marché du travail, qui nous permettent d'aller sur des audiences spécifiques. Et ensuite, on a développé toute la partie contenu sur toute la plateforme. Alors, souvent, on me dit, oui, où est-ce que je dois aller pour vous voir ? Eh ben, la réponse est partout. Partout, en théorie. On est partout. Partout. Et on n'a pas vocation à être un endroit unique. Donc, ça paraît un peu compliqué quand je le dis comme ça, mais ça veut dire qu'on distribue le contenu partout. On est dans les notifications. Vous recevez des emails régulièrement de notre part. Et dans le feed aussi. On est dans le fil d'actualité avec plein d'innovations d'ailleurs qui vont arriver sur le fil d'actualité dans les mois qui viennent. On est aussi dans vos emails. On est un peu partout sur la plateforme et on est aussi dans le search. Voilà. Et on est aussi, quand vous êtes sur l'appli, soit sur les résultats du search avec toutes les top actualités, les actualités à la une. Et on est aussi sur ordinateur, tout en haut à droite, avec les actualités à la une. Donc, je sais que ça paraît compliqué mais en fait, on est vraiment sur tous les boutons, si on peut les appeler comme ça, tous les onglets. Toutes les interactions, tous les endroits où on peut se trouver, on peut voir de l'actualité. Exactement. Et ensuite, on a une page qui est une sorte de hub où on a nos contenus en tant que tels, qui s'appelle LinkedIn Actualité en France. Où on a 3 millions de followers. Donc, on est la page média la plus grosse en France. Et ça, c'est vrai dans plusieurs pays, puisque moi, aujourd'hui, je gère 14 pays. Ça part de l'Australie, l'Inde, le Mexique, le Brésil, l'Italie. Et cette page média est souvent la plus suivie. Ce qui paraît quand même, quelque part, entre guillemets, un peu facile, parce que vous avez la possibilité, justement, vous, de vous mettre en avant. Et ça me permet un peu de rebondir. C'est pas pour craquer, justement, les questions de l'algorithme, mais comment vous faites, justement, avec quelles équipes vous travaillez pour se dire, justement, on veut être partout? J'imagine que toi, tu te le dis, c'est bien, tant mieux, ça valorise votre travail, etc. Mais comment vous vous coordonnez pour se dire... Voilà, vous n'êtes pas une équipe dans un coin et que très haut dans la strate, vous soyez justement présent partout. Alors déjà, on a des outils de distribution qu'on appelle en interne circulation. Nous, on a accès à ces outils-là et on fait du ciblage. C'est-à-dire, par exemple, si on ne veut s'adresser qu'à la population des DRH, on peut s'adresser qu'à la population des DRH. Si on veut s'adresser à toutes les personnes qui bossent dans la tech, on s'adresse à toutes les personnes qui bossent dans la tech. L'idée et la philosophie derrière, c'est de se dire qu'il y ait des connaissances qui soient partagées sur la plateforme, qu'elles aient une valeur ajoutée et surtout que ces connaissances et ces actualités, elles touchent les bonnes personnes au bon moment. Ouais. Donc, ça veut dire que tout le monde ne reçoit pas la même chose pour offrir l'expérience la plus personnalisée possible, en plus de ce que peut faire l'algorithme. Depuis la création, on avait racheté à l'époque LinkedIn Pulse avec une fonction article en 2012. Depuis le début, l'idée est de dire il y a tout ce qui va être fait par l'algorithme, les systèmes d'intelligence artificielle, et en plus, on ajoute une couche sur l'actualité
avec une expertise éditoriale, donc humaine. D'ailleurs, en interne, on s'appelle des human editors. Ouais. C'est important de le rappeler, justement. Qui nous c'est l'intelligence humaine. Qui nous permet d'assurer l'expérience la plus personnalisée et de la meilleure qualité, possible. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, tout ce qu'on fait, on a aussi un volet très technique sur notre travail où on éduque les systèmes d'intelligence artificielle et l'algorithme pour s'assurer, encore une fois, que c'est du contenu à valeur ajoutée, du contenu en lien avec les expertises et les connaissances des professionnels qui soient distribués sur la plateforme. Donc on contribue aussi à éduquer, si je peux dire ça comme ça, ce qui se passe dans l'algorithme. Ça, c'est intéressant. Et ça, toi, tu participes à ça? Tu as une vision un peu de comment ça avance, etc. Ou est-ce que vous savez qu'au fur et à mesure que vous faites, ça alimente quelque part et ça améliore le système d'IA? Ou est-ce que vous avez des vraies réunions sur ce sujet en disant, voilà, comment... On a des réunions tous les jours, enfin moi en tout cas, sur ces sujets-là, puisque le fil d'actualité, c'est la page d'accueil de LinkedIn. Donc c'est quand même la porte d'entrée sur lesquelles les professionnels se connectent. Donc c'est important pour nous de s'assurer que le fil d'actualité procure une bonne expérience et surtout procure la meilleure pertinence possible pour les professionnels. Donc, du coup, après, on a en place, je ne vais pas rentrer dans la technique de comment on le fait, mais ça peut être des systèmes d'évaluation. Est-ce que ça marche, par exemple, bien en anglais, d'avoir des évaluations quand c'est lancé dans d'autres langues? Donc, il y a tout plein de schémas opérationnels comme ça qu'il faut mettre en place pour s'assurer que nos modèles et qu'ensuite le machine learning fonctionne bien. Dans tous les pays et dans toutes les langues avec la meilleure pertinence possible et pour les membres. Ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer d'un rôle sur la rédaction. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont vraiment au cœur un peu de ce que vous faites aussi. Les médias devraient investir sur ces sujets-là. Bien sûr, et ils le font, essayent de le faire, etc. Après, voilà, avec l'avantage que vous avez d'être en interne, donc vous avez vos équipes techniques, etc. Si on reprend un petit peu de recul, j'aurais pu probablement commencer par cette question qui peut paraître évidente sur la réponse, mais que j'aimerais quand même t'entendre formuler. C'est pour les gens, c'est LinkedIn, un réseau social, professionnel. On se connecte aux gens. Pourquoi investir dans un volet édito? Bien sûr. Il y avait 3 piliers chez LinkedIn, quasiment dès la fondation de LinkedIn il y a plus de 20 ans. Le premier, et tu l'as dit, c'était de se connecter entre professionnels. Donc de créer son réseau, développer son réseau. Le deuxième pilier que tout le monde connaît, c'est évidemment de trouver un emploi qui est encore là et qui va rester. Et après, il y a eu un troisième pilier qui est de dire comment on reste informé. Et c'est sur ce pilier sur lequel nous, on agit. Et pourquoi ce pilier il est important? C'est que pour faire du réseautage, pour trouver un emploi, il vaut mieux être informé. Et d'ailleurs, on a fait une étude récemment où aujourd'hui, avec l'accélération du marché du travail, l'accélération des transformations économiques et une certaine incertitude macroéconomique, voire géopolitique, les professionnels nous disent qu'ils sont plus de 52% à vouloir s'informer et à aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire dans leur travail. Donc ça, c'est le premier point. Ça dépasse sa propre carrière, son propre réseau, etc. Exactement. Et d'ailleurs, on sait que 40% d'après cette étude réservent du temps chaque jour pour s'informer, notamment sur les actualités dans leur secteur et les transformations technologiques, puisque le monde va très, très vite. Donc, on sait très bien que ce pilier, il est structurant et il est essentiel pour les professionnels aujourd'hui pour être sûr de pouvoir être en phase avec les changements qui arrivent et surtout les anticiper. Écoute, effectivement. Et donc, plus vous en produisez, plus les gens, ils trouvent leur compte et viennent sur LinkedIn, sont captifs, la rétention. Alors là, tu dis produire du contenu. C'est vrai qu'on produit du contenu. Donc, je t'ai parlé du Récap Actu, je t'ai parlé du En Bref, qui est notre produit du soir. Je t'ai parlé des listes. On fait aussi des vidéos. On fait plein de choses. Donc ça, c'est ce que produit la rédaction. Aujourd'hui, on a une rédaction avec plus de 225 journalistes, dont 130 qui sont répartis, moi, dans mon équipe, sur l'équipe éditoriale, c'est-à-dire le monde entier, sauf les États-Unis et le Canada. Qui ne sont pas la même zone, ils sont 2 zones distinctes. C'est ça. Okay. Et après, alors, on a des opérations au niveau global. C'est juste qu'il faut faire ce qu'on appelle en anglais du go-to-market pour ajuster la stratégie locale pour être sûr que ce soit pertinent sur le monde professionnel local. Et je précise ça parce qu'on a aussi des community managers et aussi les journalistes ont une part de ce pilier où qu'on appelle nous en interne de faire la culture du contenu. Donc, c'est quoi faire de la culture du contenu ? C'est qu'on est convaincu que la connaissance et l'actualité passent aussi par le partage d'expertise des professionnels sur la plateforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des programmes d'accompagnement qui sont gratuits où on accompagne les dirigeants des plus grandes entreprises, mais aussi on accompagne des experts dans des secteurs très précis comme la grande distribution par exemple, pour prendre la parole sur LinkedIn et s'assurer que leurs connaissances
ont une valeur ajoutée et surtout qu'elles sont distribuées, pareil, au bon endroit, au bon moment, aux bonnes audiences. Et ça marche comment concrètement? Vous repérez ces dirigeants, vous les contactez ou est-ce que c'est eux qui viennent à vous ou est-ce que comment ça marche concrètement et qu'est-ce que vous proposez derrière? C'est les deux. Donc, on a des verticales cibles. Par exemple, en France, on a tous les sujets de développement durable. On a aussi une verticale sur la grande distribution. Et d'ailleurs, on a une newsletter qui est suivie par plus de 500 000 abonnés. Je crois que c'est une des plus grosses newsletters au niveau de la grande distribution en France aujourd'hui. Pour te donner un exemple, on a évidemment la finance, on a évidemment la tech. Donc sur ces secteurs-là, on est proactif, c'est-à-dire qu'on contacte soit les plus grandes entreprises, soit les experts référents dans ce secteur-là. Et on est aussi contacté par les experts et les entreprises qui souhaitent des accompagnements, soit pour leur C-level, soit leurs experts en interne, soit pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui, qui se développe de l'employee advocacy, c'est-à-dire que leurs employés ou une sélection d'employés partagent sur leur sujet de prédilection en interne. Et ensuite, on leur propose des programmes d'accompagnement pour leur dire comment on partage sur LinkedIn, comment on met en avant son contenu, comment on fait le bon post, etc., etc. Tout ça gratuitement? Tout ça gratuitement. D'accord. Ce qui paraît logique, effectivement. Et donc, ça, c'est fait à la fois par des journalistes, mais des community managers aussi, qui sont spécialisés sur des verticales et dont le rôle est d'aller trouver tous ces experts et les faire parler, que ça partage dans la communauté. Exactement. Et que ça produise du contenu. Je voulais revenir un petit peu sur, on l'a dit, donc les contenus consultés par plus de 600 millions de membres. Il y a 1 milliard de... C'est ça, il y a 1 milliard de... 1 milliard de membres sur LinkedIn, quand même, je voulais le rappeler, c'est important. Évidemment, c'est un défi pour couvrir une audience aussi large et diverse géographiquement. Rien qu'en France, je voyais dans les chiffres, c'est 75% hors Île-de-France. On pourrait imaginer l'inverse, mais bon, ce serait un gros cliché qu'il faut casser tout de suite. Comment est-ce que vous arrivez à adapter toute cette production de contenu avec des choses locales, voire peut-être pas hyper locales non plus, hein. Vous n'êtes pas la PQR non plus, c'est autre chose. Mais comment, sur tous ces pays, toutes ces zones, vous arrivez à faire des choses pertinentes? C'est l'objectif d'avoir des... En tout cas, moi, c'était ma mission. J'ai commencé toute seule et ensuite, j'ai recruté les 130 personnes dont je te parlais. Et l'objectif, c'était vraiment de faire du go-to-market localisé. C'est-à-dire que j'ai une conviction, et on a une conviction chez LinkedIn, c'est que pour que ce contenu marche et que le partage d'expertise fonctionne, on ne peut pas avoir une approche globale parce que les Bill Gates du monde, il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite, par ailleurs, les personnes ont envie d'entendre l'accent local et il y a aussi cette notion de l'information qui fonctionne de façon concentrique. C'est-à-dire, on s'intéresse d'abord à soi, à sa ville, à son entreprise, à son secteur et ensuite à son pays. Et cette stratégie de localisation du contenu, alors ça passe pas, là, quand je parle de localisation, c'est pas de la traduction du contenu en anglais, c'est de la production de contenu qui est pertinent au niveau local. Qui peut partir d'un autre papier, d'un contenu, mais par ailleurs qu'on va apprendre et on va pas juste le traduire, on va le localiser en prenant en compte les spécificités locales. Exactement. Par exemple, là, on vient de sortir une liste qui s'appelle Big Ideas. En gros, c'est un exercice de prospective sur ce qui va transformer le monde économique et professionnel sur l'année 2025. On a fait une analyse globale sur les grandes tendances, mais on a fait aussi une analyse au niveau local en contactant les experts au niveau local de ce qui va être structurant sur le marché du travail en France, par exemple. Vous la retrouverez sur la page LinkedIn Actualité, que je vous invite aussi d'ailleurs à suivre. Exactement. Et après, on a tous ces experts aussi qui contribuent au niveau local, qui connaissent très très bien leur marché local et qui apportent toute cette conversation très riche. Et l'objectif, on n'en a pas encore parlé, mais moi j'aime bien dire qu'on est un média conversationnel. C'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de faire une information descendante où on a un article et hop, les gens s'informent. L'idée, c'est que les personnes contribuent aux conversations. Par exemple, on a sorti des articles collaboratifs qu'on a produits sur la base de centaines de compétences sur LinkedIn qui ont été en partie produits par l'IA avec des systèmes de vérification, d'évaluation, évidemment des human editors que nous sommes, pour s'assurer qu'il y avait une certaine qualité. Mais la valeur ajoutée de ces articles, elle se fait surtout sur la contribution des membres qui peuvent apporter une expertise complémentaire sur une compétence donnée. D'accord. Et ça prend quelle forme? C'est-à-dire que c'est quand les gens répondent à un post, pousser à l'engagement. Alors j'ai vu même ce petit bouton qui permet de transformer un commentaire en post. C'est vraiment l'idée un peu d'échanger en permanence et de faire vivre Exactement, de faire vivre un contenu et surtout de faire vivre une conversation sur une tendance sur le marché du travail. C'est ça notre objectif tous les jours, au-delà de faire de l'information
purement vertical, si je peux dire ça comme ça. Et ça marche. Vous pouvez avoir des contenus qui vivent en permanence ou tu vois ce que je veux dire? Il pourrait y avoir, en fait, je sais pas sous quelle forme, j'ai pas le produit, mais qui soit un sujet et qui reste en ligne, alimenté pendant des semaines, le même parce que ça évolue, etc. Non, ça peut pas marcher sous cette forme. Alors si, on sait que ça fonctionne, puis c'est ce qu'on fait tous les jours quasiment. Par exemple, si on reprend l'exemple de la COP, tous les ans, on fait une campagne qui s'appelle Greener Together, où on invite les experts du monde entier à s'exprimer sur les sujets de développement durable. Et ça alimente toute une conversation autour des sujets de la COP sur LinkedIn avec le monde professionnel. D'accord, ouais, donc il y a quand même des sujets comme ça, effectivement, un peu qui reviennent et qui continuent de vivre. Et après, on peut ajouter aussi qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a un pilier très fort sur l'actualité. On a vu que l'engagement sur les posts en lien avec l'actualité a augmenté de plus de 20%. C'était très vrai aussi, notamment pendant le Covid, puisque les gens cherchaient de l'information en temps réel. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est évidemment, on voit des dirigeants qui annoncent une actualité. Par exemple, je pense à Thierry Cotillard, qui est le patron des Mousquetaires, qui avait fait une annonce sur les prix du lait. Je pense à Alexandre Bompard de Carrefour, qui avait annoncé un partenariat avec Netflix. Enfin voilà, tous les jours, on a des grosses actualités. Et l'idée, c'est de développer cette conversation autour de cette actualité. Et ça marche bien en termes d'engagement. Et ça marche bien en termes d'engagement. Contrairement un peu aux autres réseaux sociaux où sur l'actualité, on sait que voilà, c'est des choses dont ils ne sont pas friands, qui engagent moins, etc. Et qui notamment quand ça vient d'un dirigeant, on sait qu'il y a 4 fois plus d'engagement quand le poste vient d'un dirigeant d'entreprise, parce qu'on sait aussi que les membres, et on l'a vu dans une étude récente qu'on a faite, recherchent des personnes de confiance. Donc, ils recherchent aussi d'avoir la vision des leaders d'opinion. Le faire de façon authentique, pas sur du message corporate, mais d'avoir quelqu'un référent où ils savent que c'est la source et que cette source est fiable. Et ça marche vraiment bien, ça cartonne quand ils le font. Exactement. Mais je te dis 4 fois plus d'engagement que sur les autres postes. C'est quand même assez fou. Et c'est un peu unique, effectivement, de pouvoir se dire, voilà, on peut avoir ce lien direct avec un grand patron, un CEO qui va venir déclarer quelque chose, etc. Il y a peu d'endroits, quelque part, où ils peuvent le faire et ils sont très demandeurs. D'ailleurs, on regarde sur les derniers chiffres, c'est 23% d'augmentation du nombre des posts publiés par les dirigeants d'entreprise. Ah ouais, voilà. Ils en sont si près. Et j'aime bien raconter cette anecdote, par exemple, de Michel-Édouard Leclerc, qui regarde énormément et échange avec ses salariés, finalement sur la plateforme, parce qu'il n'y a pas de filtre. Quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on fait une visite dans un pays ou dans le cas de Michel-Édouard Leclerc dans un supermarché, c'est en général organisé à l'avance. On vous montre que ce qu'on a bien envie de montrer. On vous fait parler qu'aux salariés qu'on a présélectionnés. Ouais, alors que là, c'est pas le cas. Et j'aime bien raconter cette anecdote sur Michel-Édouard Leclerc puisqu'il a échangé avec une dame en Normandie qui a développé toute une expérience pour les autistes et l'accueil des autistes dans un supermarché Leclerc. Et il l'a découvert via LinkedIn. Ouais, et ensuite, ils ont développé cette expérience dans d'autres supermarchés. Il raconte lui-même très bien cette anecdote. C'est pour dire aussi que ça permet aussi aux dirigeants dans les deux sens d'être en phase non seulement avec leurs salariés, d'entendre des voix auxquelles ils n'auraient pas accès, mais ça leur permet aussi de toucher une audience qui sont leurs investisseurs, qui sont leurs clients, qui sont ça leur permet d'écouter. Moi, j'aime bien appeler ça, et je sais qu'ils sont friands de ça, encore plus dans un monde en évolution rapide, tout ce qu'on appelle les signaux faibles. Et ça leur permet d'identifier quand même ces signaux faibles, s'ils le font bien, s'ils engagent la conversation avec les membres sur la plateforme. Ils le font eux-mêmes. Tu penses qu'un Michel-Édouard Leclerc, il le fait lui-même, ou il a quelques petites mains qui derrière scannent un peu et lui préparent? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais je suis juste curieux de savoir. Sur Michel-Édouard Leclerc, je ne sais pas exactement et précisément, puis je te laisserai lui poser la question directement. Mais ce que je peux te dire, c'est que évidemment, ils ont une aide. Par contre, je sais, et pour l'avoir vu moi-même dans des très grandes entreprises, souvent ils ont leur petite appli ouverte et ils regardent quand même ce qui se passe. Ils regardent ce qui se passe parce qu'encore une fois, ça leur donne accès à un discours et à des conversations qui sont très authentiques. Ouais, c'est la réalité. Tout en étant professionnel. C'est-à-dire que la personne qui commente sur un poste d'un dirigeant, elle le fait quand même avec son profil, donc indirectement son CV, donc ça donne quand même une notion de responsabilité. Donc c'est au final des conversations qui sont intéressantes, qui peuvent vraiment enrichir leur expérience pour définir une stratégie ou détecter des changements ou des perceptions de l'entreprise en externe. Et ces patrons, dirigeants dont on parle, c'est des top voices, parce qu'il y a ce volet-là dont on a parlé. Oui, ça fait partie de ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que ça, c'est
relativement nouveau comme programme. Je sais pas depuis combien. Alors non, c'est pas du tout nouveau parce que moi j'ai été embauchée. C'était déjà le nom. J'étais embauchée pour faire plusieurs choses. Un, développer le récap actu dont on a parlé. Deux, développer ce qu'on appelait à l'époque le programme influenceur. D'accord, ça s'appelait comme ça. On avait Thomas Pesquet, Emmanuel Macron, etc. déjà. Et puis des dirigeants d'entreprise, dont Michel-Édouard Leclerc, par exemple, qui était là très tôt sur la plateforme. Et ensuite, ce programme, il y a 2 ans, a été renommé Top Voice pour uniformiser le nom et au niveau international. Donc, dans tous les pays, ça s'appelle Top Voice et avec le petit badge bleu qui est clairement identifiable sur la plateforme. Après, c'est un programme qui est sur invitation uniquement, où nous, on a tout un processus de scoring qui regarde notamment le rythme de publication, la qualité des publications. On veut s'assurer que c'est des contenus qui sont soit en lien avec l'actualité, soit en lien avec un partage de connaissances. Si c'est du contenu purement promotionnel, pour me dire que tel produit ou telle boîte est formidable, ça ne nous intéresse pas. Ça intéresse une certaine audience, mais c'est pas dans les critères. Et pour s'assurer surtout que ces dirigeants, tu me parlais d'authenticité, engagent la conversation aussi avec leur audience. D'accord. Il y en a combien des Top Voice aujourd'hui ? Il y en a des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. À travers le monde, Et donc, c'est vous qui les repérez ou vous avez des espèces d'algo qui vous scannent et qui vous proposent des listes et après vous allez regarder dans le détail? Non, pas du tout. On est assez sélectif en fonction des verticales, c'est-à-dire en fonction des industries sur lesquelles on veut accélérer. Par exemple, en Allemagne, on est très fort sur la finance et tout ce qui est l'industrie. En France, on est très fort sur la grande distribution. Voilà, ça va dépendre de la stratégie au niveau local. Où est-ce qu'on a besoin d'accélérer ou pas? Et après, soit on a des demandes entrantes, soit nous, on fait On peut vous contacter pour candidater à être Top Voice. Oui, il y a une page sur le Help Center. Il suffit de le chercher sur Google, Help Center Top Voice. Et vous pouvez candidater en ligne. Et les critères sont mis en avant, sont expliqués, c'est transparent? Oui, c'est expliqué. Oui, c'est expliqué. Après, on ne rentre pas dans les détails puisque c'est un système de scoring sur la base de data. Mais les critères sont expliqués. Vous expliquez quand même. Voilà. Et après, je veux préciser quand même qu'on accompagne aussi plein de gens qui n'ont pas le badge Top Voices, qui sont experts dans leur secteur et qui performent très très bien et qui ont accès à des programmes d'accompagnement réguliers, ce qui nous permet de partager avec eux, par exemple, s'il y a une innovation produit. Récemment, on a lancé la vidéo. Ouais, on va peut-être en parler. Et donc, ça leur permet d'avoir accès rapidement à la vidéo, d'avoir accès à un calendrier éditorial pour leur dire, voilà, c'est les sujets qui vont compter dans l'actualité professionnelle dans les semaines à venir, ou une actualité qui est créée par LinkedIn, par exemple, autour de Top Startup ou de Big Ideas. On va les solliciter. Voilà, donc d'avoir le badge Top Voice, c'est un plus, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et on accompagne des centaines de milliers de gens tous les jours. Concrètement, vous recherchez, tu invites toutes les personnes qui s'expriment régulièrement ou qui pensent avoir des choses à dire à vous contacter sur ces programmes-là? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ce programme Top Voice où on peut être contacté, certes, mais les critères sont quand même assez sélectifs. Et après, plus ça vient, plus vous allez être sélectif. Voilà, exactement. Et le deuxième point, c'est qu'on a créé un site où les gens peuvent s'auto-former. Et ensuite, ils sont quand même en contact avec nous. C'est-à-dire la rédaction va quand même les contacter pour dire, voilà, il y a tel sujet, il y a telle innovation produit, etc. Et ensuite, nous, on a des systèmes en interne qui nous remontent tous ces contenus pour s'assurer qu'on puisse faire ce qu'on appelle, nous, de la curation de contenu, c'est-à-dire de créer les pages à la une dans les actualités à la une dont on parlait, de s'assurer que ces contenus arrivent dans le récap actu ou dans en bref du soir, ou tout simplement de le distribuer à la bonne audience au bon moment. Soit de façon manuelle, soit avec nos systèmes algorithmiques. D'accord, donc c'est vraiment important pour vous. Ça alimente quelque part toute cette chaîne de production de valeur. Donc les gens peuvent trouver, pareil, qu'est-ce qu'on cherche sur le site si on veut voir pour ces formations, même sans être Top Voice, ou c'est au même endroit et en fait... Sur la page Top Voice sur le Help Center, il y a un lien sur la page d'auto-formation pour les gens qui n'est pas encore en français, donc c'est en anglais. Mais ça arrive, là il vient de sortir en allemand aujourd'hui. Bon, donc ça ne saurait tarder. On est en train de travailler dessus. Donc, en tout cas, c'est important pour moi aussi. Tu demandais comment on localise. On localise le contenu en s'assurant aussi qu'on parle la langue du pays. Donc, c'est important pour moi qu'il soit aussi bientôt en français. C'est important, effectivement. On en parlait il y a quelques minutes, la vidéo. Donc, j'ai vu dans les documents l'engagement autour des vidéos sur LinkedIn qui a augmenté 32% sur un an. Donc, évidemment, et c'est pas que vous, c'est vraiment tous les médias. On sent le format un peu roi là-dessus.
Et vous avez donc introduit un onglet vidéo. Sauf si je me trompe, je crois qu'il est que sur l'app. Ouais. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, il a été déployé un peu au fur et à mesure dans les pays, commencé par les États-Unis, probablement le Canada. Quel impact ça a eu, vous, sur la production éditoriale de ce format vidéo qui est vraiment nouveau, hein? Donc, c'est du vertical, très story, etc., comme on a l'habitude, hein. C'est vraiment dans les usages aujourd'hui. C'est un gros shift pour vous? Un gros chiffre, oui et non, parce qu'on faisait déjà de la vidéo. Il y avait notamment les lives qui ont cartonné depuis le Covid. Donc, c'était déjà une forme de vidéo. On sait aussi que les partages des vidéos augmentaient sur la plateforme et continuent à augmenter puisque c'est plus de 40% sur un an. D'accord. Et on sait aussi que c'est le format qui génère beaucoup d'engagement, ou en tout cas le plus d'engagement, surtout les formats qui sont publiés sur LinkedIn. Parce que la spécificité de LinkedIn, c'est qu'il y a plein de formats. On peut faire une newsletter, on peut faire un article, on peut faire un post, on peut faire un sondage, on peut faire un graphique. Graphique, j'ai jamais vu ça. Donc, j'ai pas fait attention. Il y a encore des choses à découvrir. Donc, du coup, on peut faire plein de choses sur la plateforme multiformat. Et ça restera comme ça, puisqu'on n'a pas vocation à aller que vers un format. Et il y avait une accélération nécessaire sur la vidéo, puisqu'on sait que aujourd'hui, les professionnels passent du temps à s'informer et à se former par la vidéo. Voilà. Et du coup, sur la vidéo, il y a 2 endroits où on la trouve. Comme tu l'as dit, il y a un onglet sur l'appli. Onglet vidéo, il est bien présent. Voilà, dans laquelle notre équipe participe, en plus de ce qui peut être fait, comme tout le reste sur LinkedIn, par l'algorithme. On met en avant des contenus en plus sur cet onglet. Et on a aussi une expérience immersive qui est dans le fil d'actualité. C'est écrit « Vidéo pour vous ». Et là, c'est pareil, tu scrolles en gros, puis après tu peux swiper. Voilà, pardon pour les anglicismes. Ouais, non, mais on peut swiper et là, tu as une expérience immersive où c'est pareil. Nous, on a une influence où on informe les systèmes pour s'assurer que l'expérience est la plus personnalisée possible. Donc, toi, ton expérience immersive et la mienne sont pas forcément la même si elles sont vraisemblablement similaires puisqu'on travaille tous les deux dans le monde des médias et dans la tech. Voilà. Donc logiquement, on devrait avoir quand même un flux vidéo qui se ressemble. Mais quelqu'un qui travaille dans la grande distribution, il n'aura pas le même flux. Quelqu'un qui est entrant sur le marché du travail, donc jeune diplômé, il n'aura pas le même flux que quelqu'un qui est senior et C-level dans une entreprise. Et ces vidéos, alors je l'ai pas, moi personnellement, je l'utilise pas énormément. D'ailleurs, je vais être honnête, j'ai découvert dans la préparation de cet épisode les vidéos, mais je crois ça fait pas très longtemps non plus qu'il est arrivé en France. Il est au mois d'août. Ouais, c'est ça. Il est au mois d'août et en plus on a des techniques où quand on lance un produit, on lance pas à toute la base de membres. Ah oui, c'est un déploiement progressif. C'est un déploiement progressif pour améliorer le produit, avoir des feedbacks des membres, améliorer toujours l'expérience en continu. Mais là, aujourd'hui, tout le monde l'a en France. Ce que je voulais dire, ce sont des formats plutôt courts ou pas forcément? Format vertical, format court, moins de 3 minutes, voire idéalement 2 minutes. C'est une consommation qui se fait sur le chemin, quoi, quand les gens sont en train de faire une pause au travail ou quand on est en train de faire son transport dans le métro ou quand on a une petite pause si on prend sa voiture, quoi. Et toi, tu penses que sur des petites vidéos courtes comme ça, on gagne en qualité d'information? Disons que ça permet de dans une économie de l'attention, on a quand même aussi une info-obésité, ça permet d'aller à l'essentiel rapidement et du coup de retenir quelque chose. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait la nécessité d'avoir des formats longs, tu le sais très bien avec ton podcast, qui sont nécessaires aussi pour aller un peu plus en profondeur. Mais là, pour aller un peu plus en profondeur, on a plein d'autres formats. On a les lives, par exemple, qui peuvent durer longtemps. On a des events où les gens peuvent se connecter et après, ils sont broadcastés en live et du coup, faire des points plus approfondis. On a des newsletters où on a des centaines de millions d'abonnés. J'ai 115 millions d'abonnés, je crois, au niveau mondial. À des newsletters produites par des producteurs de contenu via LinkedIn, où là, on prend le temps de s'installer, les gens les suivent. À chaque fois qu'il y a une publication, ils peuvent se réabonner, ils peuvent recevoir une notification, c'est-à-dire qu'on signale. J'en reçois quelques-unes. Voilà, parce que tu t'es abonné et du coup, tu reçois les newsletters des personnes que tu suis. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant pour développer une autre base d'abonnés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le format vidéo qui peut être authentique. C'est aussi un moyen pour nous d'ouvrir à des formats un peu plus informels, qui existent aussi dans le monde du travail.
Donc, c'est ça l'objectif. Et pas avec justement le risque de faire un peu comme les autres, parce qu'il est quand même bien mis en avant, cet onglet. Et c'est un peu parfois un des reproches qu'on peut voir de LinkedIn où il y a du contenu de moins en moins professionnel, on va dire. Vous avez 1 milliard de membres. Donc en fait, les gens parfois peuvent confondre LinkedIn avec Facebook, etc. Et donc là, le fait qu'il y ait des vidéos courtes, verticales, les mêmes usages, vous n'avez pas peur? Est-ce qu'il y a des garde-fous pour que ça reste quand même ultra pertinent et que ça ne devienne pas l'agora plus si professionnel que ça? Alors, on n'a pas peur pour une simple raison, c'est que tu me posais les questions sur le fil d'actualité, les algorithmes. On a des réunions tous les jours et c'est important pour nous. Et on investit continuellement dans le fil d'actualité pour s'assurer qu'il y ait la meilleure qualité possible. Il y a 2 ans, on a fait un investissement important pour s'assurer que ce qui remonte, c'est les contenus en lien avec l'expertise et des contenus à forte valeur ajoutée. Parce qu'on a entendu aussi ce point et ce retour des membres. Et c'est pareil sur la vidéo. Et c'est important aussi, c'est pour ça qu'on éduque nos modèles en permanence pour s'assurer que c'est la qualité et le partage de connaissances et d'expertise qui priment avant tout. Et par ailleurs, il y a quand même un système sur LinkedIn qui est assez puissant. C'est comme on le disait tout à l'heure, chaque personne fait des commentaires avec son profil et ça peut atterrir dans les mains d'un recruteur ou de son futur employeur à un moment donné. Donc, du coup, ça amène quand même à une certaine qualité de conversation. On sait qu'on est regardé, lu, scruté. Ouais, c'est pas effectivement. Donc, alors, c'est pas un fil ténu parce que vous le savez bien, mais tu peux être tenté à un moment donné de te dire en fait, plus je développe l'usage, le volume, mieux c'est pour moi. Alors que peut-être faire des choses très pointues, très expertes, il y a moins d'engagement. On n'a jamais sacrifié juste sur l'engagement. Et on n'a jamais sacrifié juste la qualité. Et ça, il y a des arbitrages, mais vous êtes très clair là-dessus. On a des arbitrages, c'est très clair là-dessus. Quand on a des points, notamment sur les metrics, c'est-à-dire les datas qu'on regarde, si ce qu'on fait fonctionne, on a toujours un point sur la qualité. Qualité des conversations, qualité des posts, etc. Et quand on voit que c'est pas à la hauteur de ce qu'on veut, on fait les modifications nécessaires pour que ça reste une qualité. Et je tiens à préciser un point aussi, si les personnes et les membres doivent aussi avoir un rôle actif, et on leur permet d'avoir un rôle actif. Donc sur leur fil d'actualité, sur les 3 petits points en haut de chaque post, tu peux, toi, en tant que membre, signaler que ce contenu ne t'intéresse pas. Ce qui permet d'informer et ensuite d'améliorer toi-même ton propre fil d'actualité pour s'assurer que le temps que tu vas passer va t'apporter la valeur ajoutée que tu cherches. Donc, quand quelqu'un me dit j'ai que ce type de poste, je leur dis signalez-le et la prochaine fois, vous les aurez pas. Et ça, les gens l'utilisent bien. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je connais parce que cet usage, tu l'as aussi sur d'autres réseaux comme Reddit, etc. Ça permet quand même de raffiner l'algorithme et d'avoir une bonne expérience. Mais c'est pas forcément intuitif de se dire, tiens, je sais pas si les gens savent qu'ils peuvent le faire. Bon, après, j'imagine que toute cette place, elle est chère en UX, donc tu peux pas mettre un énorme bouton là-dessus. Vous avez un peu des usages là-dessus, tu sais ou... Non, je connais pas le chiffre. Ce que je sais, c'est que on traque si c'est utilisé. Donc, si ça l'était pas, on reverrait l'UX, etc. Donc, on sait que c'est utilisé et on sait que les membres nous signalent des contenus. Donc on n'est pas inquiet. Très clair, merci Sandrine. Tu parlais de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Alors, je pose la question, mais j'ai peur de la réponse. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux annoncer qui vont arriver? Je peux pas tout dire, malheureusement, parce qu'on va garder un peu d'effet de surprise quand même. Mais je peux dire que ça sera en lien avec l'actualité qui sera toujours plus proéminente dans le fil et dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est le premier point. On teste aussi un nouveau format du Récap Actu. Donc voilà, je peux pas te dire exactement à quoi ça va ressembler, etc. Mais voilà, on innove en permanence pour s'assurer qu'on offre aussi la meilleure expérience, la plus moderne et la plus interactive à nos membres. Et surtout qu'on puisse les informer vraiment en temps réel sur les actualités du monde du travail qui n'a jamais vraisemblablement changé aussi vite qu'actuellement. On va en parler juste après justement des mutations un peu du monde du travail. Tu parlais d'actualité. Si quelqu'un écoute ce podcast et dans un média... Alors évidemment, si c'est sur Camping Magazine, avec tout le respect que j'ai pour Camping Magazine, des éditions La Rivière, je crois, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser au mieux LinkedIn? Toi, plus il y a de bon contenu, mieux c'est pour toi, même si c'est pas directement produit par les équipes. Est-ce que tu as des conseils à des médias sur comment être acteur un peu de toute cette innovation, en tout cas de tout cet usage qu'il y a sur la plateforme autour de l'actualité? Alors, on a plein de conseils, d'autant plus que dans la partie culture du contenu dont je te parlais, donc on a parlé des dirigeants d'entreprise, on a parlé des experts,
On a aussi un programme d'accompagnement de 2 groupes. On a un programme d'accompagnement des éditeurs de presse, où on a des partenariats avec tous les principaux médias de France, où pareil, on les accompagne, on leur dit ce qu'il faut faire, comment utiliser leur page, et ensuite on réutilise leur contenu, on distribue aussi leur contenu, au-delà de ce qu'eux peuvent faire. C'est-à-dire que oui, si vous êtes partenaire, vous avez la possibilité de distribuer leur contenu manuellement, en tout cas avec vos outils de distribution. C'est ça, de faire les mettre en avant. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est pareil, on leur explique quand il y a des nouvelles fonctionnalités, type les newsletters, il y en a beaucoup qui ont des newsletters. Là, il y en a beaucoup qui publient quasiment une vidéo par jour sur le fil d'actualité. Donc, ils sont évidemment mis en avant, puisque si c'est en lien avec l'actualité économique et l'actualité professionnelle, il n'y a aucune raison pour nous de ne pas les mettre en avant. Et eux, ça leur permet d'augmenter le nombre d'abonnés à leur page et surtout ensuite de faire de la redirection sur leur site. Ça, c'est des choses, je mets les pieds dans le plat, j'espère que tu m'en voudras pas. Est-ce que votre stratégie, c'est de les laisser très libres de renvoyer du trafic vers leur site, là où vont pouvoir convertir de l'audience en abonnés ou en monétisation par la pub, peu importe, ou est-ce que vous êtes quand même plutôt du genre de stratégie de ok, tu peux prendre la parole, ton contenu est bon, mais on reste sur la plateforme parce que moi j'ai envie de développer l'usage de LinkedIn, etc. Et tu vas probablement me dire les deux, mais est-ce que l'algorithme pénalise ou avantage l'une ou l'autre? Je pense pas que l'algorithme pénalise ou avantage l'une ou l'autre. Par contre, nous, en tant que rédaction, on se réserve le droit de ne pas pousser un contenu si c'est juste un lien de redirection. Voilà. D'accord. Mais ils peuvent le faire s'ils veulent. C'est juste qu'en termes de stratégie de croissance, ça sera pas la plus efficace. Oui. Voilà. Et vous leur parlez justement de ça, par exemple, Oui, on a des sur un cas concret, t'as un article en disant ça, c'est vachement bien. Par contre, c'est trop développez-le plus sur ce contenu-là, parce que là, ça fait trop teaser pour qu'on aille sur le site. Et on a des ateliers régulièrement, soit avec chaque média, qu'on fait en collaboration avec nos équipes de communication en interne. Ouais. Et après, on a des ateliers dédiés aux journalistes qui ne sont pas forcément indépendants. Et ensuite, on a une troisième activité qui est un programme pour les agences. Notamment les agences de presse, pour savoir comment elles nous utilisent comment elles utilisent LinkedIn et comment elles, dans une stratégie de relation presse, comment LinkedIn peut faire partie intégrante de cette stratégie de relation presse. Donc, au final, pour résumer, il y a 3 grands programmes. Il y en a un, les programmes d'accompagnement des éditeurs de presse. Camping Magazine pourrait rejoindre ce programme. Tu parlais de la province tout à l'heure, avec toutes les villes de province. On accompagne aujourd'hui sauf erreur de ma part, tous les médias régionaux, ça va de Ouest France à Sud-Ouest, etc., qui sont aujourd'hui actifs sur la plateforme, puisque ça leur permet d'informer sur l'économie aussi locale. D'accord, quand même sur des sujets économiques. Sur des sujets économiques professionnels. Pas sur de l'IPG, enfin de la hard news. Non. Et ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. Et ensuite, on a un programme d'accompagnement dédié aux journalistes. Voilà. Et ensuite, on a un programme d'accompagnement dédié aux agences de communication et relations presse pour savoir comment ça peut s'intégrer dans une stratégie de relations presse. Tout média peut vous contacter, tout média quelle que soit sa taille, pour vous discuter, voir, vous leur répondez, pour leur disant oui, c'est pertinent ou pas, travailler ça, etc. Rédaction@linkedin.com pour ce qui concerne la France. Et il y a toujours quelqu'un, peut-être pas 7 jours sur 7, moi aussi, au final, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Voilà, donc on répond, peut-être pas toujours dans la minute, mais on s'arrange pour orienter vers les programmes d'accompagnement. Ok, bon, le message est passé. En tout cas, voilà, en tant que moi, utilisateur assidu de LinkedIn, je m'informe beaucoup dessus, donc j'invite vraiment tous les médias, si vous ne l'avez pas fait, à contacter pour voir comment vous pouvez développer vos audiences, prendre la parole, développer votre notoriété, et puis j'espère demain vos abonnés et vos modèles économiques. On va passer les mutations du monde du travail. Donc il y a un chiffre quand même, 52% des actifs français estiment que l'expérience professionnelle seule ne suffit plus pour progresser. Donc la formation et l'information professionnelle sont au cœur de leurs préoccupations, toutes les études le montrent. Comment est-ce que vous inscrivez-vous dans cette logique d'accompagnement des mutations professionnelles? Toi, tu l'as dit, c'était un peu en filigrane de tout ce que tu dis, ça a un peu explosé. Vous êtes au cœur de cette mutation? Alors, on est au cœur de cette mutation puisque on est un peu la porte d'entrée pour s'informer via l'appli et on sait que les gens le font tous les jours. Je te disais tout à l'heure, on sait aussi qu'il y a 40% des professionnels qui aujourd'hui se réservent du temps chaque jour pour s'informer, notamment sur la plateforme. Et on sait aussi qu'ils cherchent des personnes de référence et des sources de confiance pour s'informer. Donc les sources de confiance, ça peut être des médias dont tu as parlé,
Ça peut être aussi les dirigeants d'entreprise ou les experts dans un secteur. Donc, on en revient au programme d'accompagnement dont on a déjà parlé. Donc, c'est important pour nous d'avoir tout cet écosystème pour s'assurer qu'ils aient une information fiable sur laquelle ils peuvent compter, puisqu'effectivement, pour suivre toutes les tendances sur le marché du travail, se former, ça passe d'abord par l'information. Tu pourrais me dire les sujets les plus recherchés par les professionnels français sur la plateforme? Est-ce que justement, qui un peu illustre ça? Je ne sais pas si vous recevez, vous, des keywords ou des tendances un peu en interne qui illustrent un peu tout ça? Oui, on a des tendances. Alors, on a une tendance de fond qui est vraie dans tous les pays, c'est sur le développement durable. Et tous les sujets d'inclusion et diversité qui sont quand même des sujets qui préoccupent le marché du travail et sur lesquels les entreprises doivent investir et avoir des stratégies. Donc ça, c'est des sujets qui... en France aussi, qui sont toujours tendance particulièrement en France. C'est pour ça que je t'en parlais. Ensuite, on a tous les sujets qui sont en lien avec des secteurs. Les personnes cherchent d'abord une information sur les secteurs, donc quelque chose d'assez précis qui leur permet de voir les tendances dans leur secteur. Ensuite, le deuxième sujet, c'est tous les sujets droit du travail pour s'informer sur quelles sont les évolutions, etc. On a beaucoup parlé de la réforme des retraites dans l'actualité. Voilà, les professionnels français ont envie de savoir comment ça va se passer, s'il y a des évolutions. C'est vrai aussi pour les droits au chômage, etc. Et ensuite, il y a évidemment, comme tu t'en doutes, toutes les avancées technologiques avec le sujet de l'intelligence artificielle qui transforme de nombreux métiers et que les professionnels ont envie de comprendre. Donc ça, c'est un sujet récurrent sur la plateforme. Je reviens à ma question sur la recherche, mais les gens recherchent sur LinkedIn? Les gens recherchent sur LinkedIn? Je crois que j'ai jamais cherché. En fait, pardon, c'est mon usage, c'est pas comme si je représentais. Non, mais c'est vrai que moi, je cherche des gens, je cherche des sociétés, mais jamais j'ai eu le réflexe de me dire, tiens, je vais chercher un sujet comme dans un moteur de recherche pour voir ce que les gens ont à me dire. Alors probablement, c'est pertinent parce qu'ils publient là. Alors, ils recherchent de plein de façons. Il y a une façon d'entrer, c'est le SEO fonctionne très bien sur LinkedIn. Okay. Donc, je cherche donc les gens se cherchent sur un moteur de recherche et ils arrivent sur du contenu sur LinkedIn ou un profil LinkedIn. Ça, c'est très puissant. Évidemment, ça, c'est le SEO. Ensuite, le deuxième, tu as raison, l'habitude de rechercher du contenu sur le moteur de recherche n'est pas optimale. Enfin, l'expérience aujourd'hui n'est pas optimale. Donc, on travaille dessus pour améliorer cette expérience. On a des innovations pareilles qui vont arriver là dans les 6 prochains mois, qui vont permettre de faciliter cette recherche de contenu sur LinkedIn, mais aussi finalement la recherche de personnes, etc., en simplifiant cette expérience sur le moteur de recherche. Tu le fais pas parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Tu es vraiment obligé de chercher par profil et ensuite par type d'entreprise, etc. Donc, on est en train de simplifier cette expérience pour permettre d'une meilleure expérience du search. Mais on sait aussi qu'il y a une augmentation de l'utilisation du search sur la partie contenu. Oui, de toute façon, plus les gens sont là, donc forcément, à un moment donné, et on parle de search, et on en a beaucoup parlé récemment parce que avec l'arrivée des IA génératives, LinkedIn, c'est Microsoft, c'est OpenAI. Enfin, je simplifie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pas tout à fait, c'est 49%. Voilà, exactement. De Microsoft dans OpenAI. Évidemment, pour vous, ça... Microsoft, c'est Copilot avant tout. Ouais, c'est Copilot, il faut rappeler, c'est leur produit. C'est donc des outils, vous êtes aidé là-dessus ou vous avez en interne, il y a 2 questions, mais effectivement, tu vois, on voit pas la prépondérance, mais en tout cas, le développement des usages de la recherche sur ces moteurs-là, est simplifié par l'IA. C'est des choses vers lesquelles vous allez demain avoir une espèce de chat conversationnel, enfin une manière beaucoup plus simple de chercher, aidé par l'IA générative? Oui, alors bien sûr. Forcément. Après, on opère quand même de façon très indépendante par rapport à Microsoft. Après, on utilise leur technologie quand on travaille sur des systèmes d'IA, évidemment. Mais c'est utiliser les technologies Microsoft. C'est une société quand même distincte, vous n'êtes pas une filiale. On n'est pas une filiale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur comment l'IA est utilisée, on a lancé une fonctionnalité qui s'appelle LinkedIn Coach, qui aide notamment les recruteurs à rédiger les offres d'emploi, par exemple. Parce que c'est des tâches qui sont assez répétitifs, qui peuvent être avec systématisés, bien sûr. Où on peut avoir un premier brouillon sur lequel le recruteur doit faire une édition pour apporter de la valeur ajoutée et puis surtout apporter une couche supplémentaire. Donc ça, c'est bien sûr, on investit dans tous ces modèles-là pour améliorer les services en fait qu'on propose aux membres. Et demain, pour tous ces producteurs de contenu, alors le truc là tout de suite, ça peut partir en dystopie, mais se dire ce serait vachement bien, en fait, t'es pertinent, mais tu sais pas bien écrire, ou tu trouves pas le bon angle, mais t'es expert, on te met à disposition un outil qui va t'aider à créer du contenu. Alors je disais dystopie parce que dans le pire des cas, ça peut être des contenus qui se ressemblent, etc. Et je pense pas qu'on y gagne beaucoup.
Pour autant, ça peut aider plein de gens qui n'osent pas ou qui ne savent pas forcément, encore une fois, bien écrire, mais qui sont... On a plein de chantiers en cours sur l'IA, puisque c'est une transformation aussi pour nous. Ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, voilà, on a des intuitions. Ouais. Mais au final, c'est les membres qui nous le diront. Donc voilà où on en est. Et évidemment, en général, on développe très très vite, on accélère très très vite, comme tu as pu le voir sur le développement de la partie contenu déjà. Ouais, voilà, clair. Tout ceci s'est fait en moins de 9 ans et on est passé de 1 à 130, juste pour donner un ordre d'idée. Et on est passé, je crois que moi, quand j'ai rejoint, on était 15 millions de membres dans le monde, un truc comme ça, en 2015. Et aujourd'hui, on est 1 milliard. Voilà. C'est assez fou. C'est toujours bien de rappeler, de mettre ça en contexte. Donc évidemment, voilà, l'IA, il y aura un impact sur vos productions éditoriales. Évidemment, tu peux pas... Mais on a quand même une conviction, c'est qu'il y aura toujours de l'humain. Ça ne sera pas entièrement... Ton équipe va pas être remplacée par des robots. Ça ne sera pas entièrement robotisé. Mon équipe et puis même les membres, ce qu'ils font, etc., c'est pas la vocation. Il y a la conviction de base, comme je te le disais, ce qui est l'essence même de l'existence de notre équipe et peut-être même de l'existence de LinkedIn, c'est que certes, il y a les systèmes d'IA, certes, il y a les systèmes algorithmiques qui sont au final des systèmes d'IA, mais cette valeur ajoutée humaine, cette expertise humaine est indispensable, qu'on soit recruteur, qu'on soit éditeur, qu'on soit membre, etc. Donc ça, c'est une conviction forte de l'entreprise aujourd'hui. Ce qui vous distingue quand même pas mal des autres réseaux sociaux, effectivement, c'est que sans les humains, ça marcherait plus, quoi, grosso modo. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais te dire sur un autre réseau social un peu plus grand public, tu peux créer une infinité de contenus et les gens scrollent en permanence et tu mets de la pub, ça fait de l'usage. Vous, c'est différent. S'il n'y a plus cette expertise humaine et ces choses à raconter, ça... C'est le partage. On est sur un modèle de partage de connaissances et de conversation professionnelle. Donc, évidemment, il faut qu'on ait une notion de qualité et ça passe par et d'authenticité et ça passe par l'expertise humaine. C'est bien, vous êtes presque bulletproof à l'IA, quelque part. En fait, mais ça va être intéressant de suivre tout ça. Est-ce que tu peux, si on prend un peu de recul, alors là, c'est perso, je ne sais pas où tu peux répondre pour LinkedIn, la vision un peu long terme, pour LinkedIn News en tout cas. Où est-ce que tu imagines ça dans 5 ans? Je ne sais pas si tu seras encore là. Il peut se passer plein de choses en 5 ans. On le sait bien. Mais comment tu l'imagines dans le meilleur des mondes, comment ça pourrait se développer? Je pense que si on arrive à bien accélérer encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui sur la partie actualité, notamment avec tous nos programmes d'accompagnement, il y aura une vraie expérience qui fera que nos professionnels, ou en tout cas les professionnels qui sont sur la plateforme, auront une information un peu plus en temps réel, encore plus qu'aujourd'hui. Et ensuite, le deuxième pilier, il y aura cet accès à la vidéo avec une utilisation de la vidéo pour s'informer aussi sur l'actualité ou les tendances de son secteur, mais aussi pour se former. C'est-à-dire on va consommer une actualité dans la vision et ensuite, une fois qu'on a cette actualité, par exemple, on dit... si l'actualité, c'est ChatGPT sort XY innovation, ok, mais comment j'apprends à utiliser ChatGPT? Je pense qu'on aura comme ça des briques qui seront en lien avec l'actualité, des modules de formation en e-learning. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 cours. En France, on a plus de 2000 cours en français. Donc, c'est une offre qu'on va développer et qui sera vraiment en lien avec tous ces contenus, en lien avec l'actualité, les tendances et les conversations professionnelles pour s'assurer qu'au-delà de s'informer, on puisse ensuite en profiter pour se former. Comment ça me développe quelque part, etc. C'est vraiment le lien effectivement entre la news et moi, comment je progresse quelque part. Quoi. En gros, c'est d'ailleurs dans informer, il y a former. Ouais. Donc je pense que l'idée, c'est vraiment d'investir sur ce informer, si on fait des jeux de mots avec LinkedIn. Donc ça, on l'a déjà et on va continuer à le développer sur la partie actu et ensuite vraiment investir sur la brique formée de informer. Je pensais à une autre question, désolé, je fais un peu de machine arrière quand tu parlais un peu tous les programmes des médias, etc., les médias professionnels. Et je me disais, effectivement, avec tout ce que vous faites, ça devient vraiment un endroit incontournable pour les médias, tel point que l'audience est là. Est-ce qu'on peut imaginer demain des médias qui vivraient de ce qu'ils font sur LinkedIn? Est-ce que demain, vous pourriez rémunérer des producteurs de contenu? La question, elle se pose sur plein de plateformes. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable un jour de se dire il y a un modèle pour des producteurs de contenu parce qu'ils vous font vivre aussi quelque part en animant, ils créent de l'usage. C'est quoi votre position là-dessus? Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qu'on sait des créateurs de contenu, c'est qu'ils s'engagent et ils découvrent et ils sont contactés pour des opportunités professionnelles qui sont énormes.
Sur les experts, ils vont être contactés pour intervenir sur des conférences. Des conférences, par exemple. Là, tu es entrepreneur, je suis sûre que régulièrement tu es contacté sur LinkedIn et tu as eu des opportunités. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que le modèle économique se fait et c'est la vocation initiale de LinkedIn. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la partie des médias, on a fait un pilote aux États-Unis où, en gros, l'idée est de créer une sorte de marketplace sur la partie contenu en partenariat avec les médias. Voilà, donc c'est quelque chose où on est en train de regarder pour voir comment on va le faire, mais on va commencer petit à petit. Qui va piano va sana. Voilà, pour voir petit à petit pour voir comment ça fonctionne, pour voir si les médias y trouvent leur compte. Et pour voir si nous, ça fonctionne sur la plateforme. Ce qu'on sait du pilote aux États-Unis, c'est que ça fonctionne. Okay. Et qu'il y a de l'appétence pour les annonceurs et pour les médias aussi pour faire ce partenariat. Sur le papier, ça peut être vachement bien. Après, il peut y avoir toutes les difficultés derrière de comment tu comptabilises, etc. Mais on sent bien que ça peut y avoir. Vous avez une telle audience, le contenu est intéressant. C'est pour ça qu'on a commencé aussi par un pilote, notamment aux États-Unis, pour mettre en place tous les systèmes derrière et s'assurer qu'on fonctionne, pour s'assurer que quand on, comme on dit en interne, nous, le go-to-market, on est prêt et on réitère pas 36 fois pour s'assurer que le modèle fonctionne avec tous les médias du monde entier. Voilà. À suivre. Donc voilà, en fonction des résultats de ce pilote, un éventuel déploiement, tu viendras peut-être en parler à ce micro dans quelques... Et le pilote a été fait notamment avec le Wall Street Journal pour information. Je pose la question, mais ça, on n'a pas accès aux résultats encore ou quoi que ce soit, c'est vraiment un pilote. Non, c'est vraiment un pilote. Je me doutais bien, mais je posais quand même la question. Sandrine, on arrive au bout de cet épisode. J'ai 2 questions un peu plus perso pour toi. Savoir quels médias tu consultes, toi, au quotidien. Je ne sais pas si tu as une routine un peu de consultation de médias. Moi, j'aime bien France Info, France Inter. Voilà, c'est ce que je fais quand je prends mon petit déjeuner. D'ailleurs, mes enfants adorent ça. Ils allument la radio tous les matins maintenant. Ça fait plaisir à voir. Ils écoutent France Inter aussi, même quand on n'est pas là. Voilà. Et puis, je l'ai dans les oreilles quand je fais mon temps de transport quotidien. En podcast ? Ou même en live ? Non, j'écoute en live. T'écoutes en live ? J'écoute en live. J'aime bien le live. J'aime bien cette instantanéité, etc. Donc voilà. Après, évidemment, je regarde les médias, notamment américains, type le New York Times, parce que ça me permet d'avoir un peu la température de ce qui se passe à l'international. Après, comme tout le monde, je regarde sûrement les Échos parce qu'il faut que je sois informée un peu plus sur chaque secteur, savoir que l'équipe soit pas à côté déconnectée de la plaque, sur les grands sujets économiques. Et puis, je consomme des nouveaux formats. Par exemple, on a Hugo Décrypte, qui est aussi maintenant sur LinkedIn, et j'aime bien ces formats Top Voice, interactifs. j'imagine. Il est Top Voice, voilà, c'est ça. Donc, j'aime bien regarder ce qu'il fait, observer comment il fonctionne, parce que je trouve ça intéressant, je le trouve innovant dans les formats, dans la façon d'appréhender l'information. Une verticale sur la formation. Voilà, exactement. C'est hyper intéressant aussi de voir, parce que lui, il parle vraiment aux jeunes. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment des jeunes, on aurait pu... aussi comment... faudra que je revienne. Ouais, comment ils arrivent sur LinkedIn. Donc voilà, je suis aussi tous ces nouveaux formats parce que je les trouve innovants. Et après, je suis des formats qui sont spécifiques à Intermarché. Par exemple, il y a une appli en Inde qui s'appelle InShorts, qui est une consommation dans tous les sens du swipe, en haut, en large, en travers, avec des contenus très courts, très interactifs, etc. Donc, ça me permet de rester un peu en veille sur les formats qui existent sur le marché des médias. Et qui sait, l'innovation viendra peut-être dans les médias depuis l'Inde. Elle n'est pas obligée de venir des États-Unis. C'est bien rappelé. Et dernière chose, qui est un peu le gimmick du podcast, qu'est-ce que tu as un truc cool à nous recommander ? Je ne sais pas si je suis très cool. Chacun a sa définition du cool. J'ai eu toutes les réponses en 200 épisodes, donc tu peux y aller. Je suis plutôt de bonne humeur et en général positive et que c'est optimiste. Et puis j'aime bien le rester même quand le contexte est pas forcément à l'optimisme, parce que je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Et du coup, j'aime bien rire. Et moi, j'aime bien écouter Lucie Carbone, qui est maintenant sur LinkedIn. Elle partage toutes ses chroniques et ça fait plaisir parce qu'elle partage le monde du travail. Honnêtement, elle se moque la façon dont on travaille sur des situations qui sont au final, quand on y regarde bien, complètement ridicules et qu'on a tous vécu. Et dans la même veine, j'aime bien regarder Karim Duval, qui était depuis très très longtemps sur la plateforme, notamment quand il avait monté son nouveau podcast. On l'avait même reçu d'ailleurs sur un live LinkedIn Actualité. C'est notre rédacteur en chef qui l'avait fait, qui s'appelle Mehdi Ramdani. Et il l'avait repéré et on avait fait cette interview. Et pareil, il se moque du monde du travail. Ça fait du bien. Parfois, honnêtement, on fait des choses au quotidien. On se dit, mais pourquoi on fait ça ? Ou pourquoi on parle comme ça ? Là, voilà, moi, par exemple, je fais du franglais.
anglais où on utilise beaucoup d'acronymes. Mais c'est bien quelqu'un qui rentre dans la pièce, non seulement il comprendra peut-être pas l'anglais, mais en plus il comprendra pas l'anglais qu'on parle parce que c'est que des acronymes. Donc avec des noms de code et des projets, etc. C'est une petite vidéo que j'ai vue récemment et qui m'a fait rire. Donc j'aime bien ce côté-là. Je sais pas, ça me rend cool. T'as raison, ça fait vraiment du bien. Et je mettrai donc des liens vers leur chronique dans les notes de l'épisode. Merci. Les liens sur leur profil LinkedIn. Bien sûr. Attends, on va faire le truc jusqu'au bout. Bien. Merci pour ton temps. Merci pour ta transparence sur ces sujets, dans la mesure de ce que tu pouvais nous dire et partager. Merci Sandrine pour ton temps. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.